je ne peux pas m'empêcher de trouver cruellement paradoxal que tant de gens qui glorifient la diversité aient du mal avec la diversité d'opinions. Il faut penser comme eux, sinon, attention. Repère avec Louis-André Richard. Joseph Facal, un engagement au service de la politique, de l'éducation et de la vie citoyenne. Jeune adulte, il a exercé des fonctions politiques de haut niveau sous la gouverne du Parti québécois. Il termine tout juste une carrière remarquable comme professeur de sociologie au HEC de Montréal. Chroniqueur assidu pour le Journal de Montréal, Joseph Facal ne manque pas de nous faire réfléchir aux questions de société. Je vous propose aujourd'hui de tenter de cerner les enjeux concernant le bien commun. Bonne écoute! Joseph Facal, d'abord, je vous remercie d'avoir accepté ce temps de conversation entre nous et je vous demanderai vous-même de bien vouloir vous présenter. Qui êtes-vous et comment vous êtes-vous retrouvé dans la société québécoise que, pour vous connaître un peu, je sais que vous aimez profondément? D'abord, merci pour l'invitation et merci pour l'amabilité de votre accueil. Il est toujours un peu gênant, même si ce n'est pas la première fois de se présenter. Pour je ne sais trop quelle raison, je n'aime guère parler de moi, mais puisque c'est la demande, jouons le jeu. Alors, je suis né en 1961 dans un petit pays d'Amérique latine qui s'appelle l'Uruguay, qui est vraiment un pays sur la côte atlantique, au sud du Brésil et à l'est de l'Argentine. C'est un petit pays de 3,5 millions d'habitants qu'on connaît peu, qu'on confond souvent avec le Paraguay. C'est un pays dont la population est de souche européenne relativement récente. C'est un pays avec une population assez peu métissée, à la différence, par exemple, de la Bolivie ou du Pérou. Et c'est un pays qui, pendant longtemps, si on le compare aux autres pays latino-américains, était un pays relativement prospère, riche, avec une classe moyenne, des programmes sociaux, des institutions assez stables, peu ou pas de coups d'État, au point qu'on l'avait surnommé la Suisse de l'Amérique latine. Pour des raisons très longues, trop longues à expliquer, tout cela se déglingue pendant les années 60, au moment où finalement l'ouverture des économies fait que les principales ressources du pays, la viande, la laine, le cuir, car c'est un pays fondamentalement d'agroalimentaire, tous ces produits perdent beaucoup de leur valeur et donc, évidemment, le pays connaît crise économique, chômage, inflation, endettement, etc. Tout cela, évidemment, entraîne troubles économiques, troubles sociaux et apparaît dans les années 60 un mouvement de guérilla urbaine qu'on a appelé les Tupamaros, fortement influencé par la révolution cubaine. Laissons de côté l'idée, vous devinez un peu mon point de vue, de savoir s'il était réaliste de penser qu'un schéma d'analyse cubano-marxiste pouvait être transplanté dans une société qui n'avait rien à voir avec Cuba. Quoi qu'il en soit, ce mouvement de guérilla urbaine est violemment réprimé par la police, puis par les militaires. Bien entendu, les États-Unis, craignant le virus communiste en Amérique latine, font ce qu'ils ont également fait en Argentine, au Chili, au Brésil, c'est-à-dire soutenir les autorités en place qui mettent franchement en place une politique de répression assez brutale. Dans ce contexte, mon père, à l'époque jeune médecin, décide que ce n'est pas un contexte propice ni pour sa carrière professionnelle, ni pour élever une famille, et donc décide d'immigrer, comme le firent des centaines de milliers de Latino-Américains à l'époque. Mon père parlait déjà
le français et m'avait envoyé moi-même au lycée français à Montevideo, la capitale, parce que dans la bourgeoisie uruguayenne, il y avait à l'époque, pour toutes sortes de raisons, une francophilie assez forte. Ce n'était pas, comme aujourd'hui, l'obsession de l'anglais à tout prix. Et donc, évidemment, mon père, quoi qu'il en soit, fait des demandes d'emploi dans tous les pays du monde, des pays francophones, mais aussi l'Australie, la Grande-Bretagne, etc. Et il essuie refus après refus, après refus, après refus, jusqu'au jour où il reçoit une lettre. À l'époque, les choses se faisaient par courrier papier. C'est ça. Il reçoit une lettre d'un hôpital de Sherbrooke, en Estrie, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui lui dit « Oui, on aurait une place pour un jeune médecin. » Et donc, évidemment, en juin 70, nous arrivons ici, mon père, ma mère, moi et un petit nombre de valises. Et évidemment, nous partons avant de ne plus pouvoir partir, car mon père sentait bien qu'un coup d'État se dessinait et qu'on allait ensuite boucler les frontières. Il faut se rappeler le contexte, évidemment, de l'époque. C'est le coup d'État de Pinochet au Chili, c'est en 1976 le coup d'État militaire en Argentine. Bref, nous arrivons ici en 1970 et en Uruguay, effectivement, la prise du pouvoir par les militaires aura lieu 3 ans plus tard, en 1973, alors que nous étions déjà ici. Bref, nous arrivons à Sherbrooke, nous y vivons pendant 1 an. Je m'intègre au Québec francophone tout simplement parce qu'il n'y avait que ça autour de moi. À l'époque, la notion même de communauté culturelle n'existait pas, encore moins dans une ville comme Sherbrooke, en Estrie. Je vous arrête une seconde. Ouais, parce vas-y. qu'il y a une petite précision qui me turlupine. Pour Ouais. votre papa, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte là, ou pas, mais est-ce que pour lui, l'intégration en tant que médecin étranger qui va joindre l'hôpital de Sherbrooke, est-ce que ça s'est fait assez naturellement aussi, comme on entend parfois? Non, ça Il y s'est avait fait. des cours à reprendre. Ça s'est fait assez naturellement. difficilement. Non, ça s'est fait Difficilement, assez ok. difficilement, car évidemment, une partie de ces diplômes C'est ça. était bien entendu reconnue, mais il devait, pour obtenir son droit de pratique, passer les examens du Collège des médecins d'ici. C'était cependant, oui, une période où il était probablement plus facile pour un médecin étranger de s'intégrer que ce n'est le cas aujourd'hui. Il reste que il se retrouve à faire des gardes de nuit avec de jeunes médecins beaucoup plus jeunes que lui. Mais ça, évidemment, c'était le prix à payer. Ouais. Vous savez, je n'aime pas cette attitude qui consiste, dans le Québec d'aujourd'hui, à continuellement dépeindre l'immigrant comme une petite porcelaine fragile ou comme une victime. Ouais. Les immigrants, par définition, sont des gens extrêmement résilients. Absolument. Ouais. Ils ont tout laissé derrière eux et acceptent de recommencer. Oui. On sait qu'il y a un prix à payer. On sait que certaines de nos habitudes, de nos valeurs, de nos cultures, on les laisse derrière nous. Bref, tout cela se passe relativement bien. Plus difficilement, cependant, pour ma mère, travailleuse sociale, qui, elle, ne parlait pas un mot de français en arrivant ici. Elle ne parlait que l'espagnol. Moi, évidemment, on se moquait un peu de mon accent français pointu et de mon nom de famille. Mais bof, c'était pas un drame. Hein? Je ne me sentais pas, comme on dit aujourd'hui, micro-agressé. Hein? Absolument pas. Bref, au bout d'1 an, mon père a une offre pour aller à Montréal et nous déménageons à Montréal en 71 et à partir de là, écoutez, c'est la bourlingue habituelle d'un médecin qui change périodiquement d'hôpital. Alors nous avons vécu à Montréal, à Québec, ainsi de suite.
Et si mon souvenir est bon, nous restons à Montréal jusqu'à la fin de mon secondaire 3. Parce que quand vous êtes arrivé ici, vous étiez au lycée français au point de départ en Uruguay. Donc, vous avez atteint... vous êtes arrivé ici au début de ce qu'on appelle le secondaire ici. Voilà, exactement. Donc, vous avez fait votre secondaire. Voilà, c'est ça. entièrement. J'arrive ici et il me reste une année de primaire à faire, OK. que je fais au collège Stanislas, OK. où je fais les 3 premières années du secondaire. Là, ma mère décède, mon père se remarie avec une médecin qui, elle, habitait Québec. Et donc, il déménage, nous déménageons à Québec, où mon père travaille à ce qui, à l'époque, s'appelait le CHUL, le centre hospitalier de l'Université Laval. Et donc, là, je fais secondaire 4, secondaire 5 au Collège des Jésuites, devenu Saint-Charles-Garnier. À l'époque, c'était sur le boulevard Saint-Cyril, devenu le boulevard René-Lévesque. Vous connaissez vos classiques. Voilà. Puis, je fais le cégep à FX Garneau, qui, lui, n'a pas changé de nom, mais je crois a triplé de volume. Sans doute. Et après ça, ce furent les années universitaires, le bac à l'UQAM, la maîtrise à l'Université de Montréal et le doctorat à Paris-Sorbonne. C'est ça. Et après ça... Mon Dieu, après ça. Je fais ma scolarité. Je vous raconte ça, c'est très amusant. Je fais ma scolarité de doctorat à Paris. Je reviens. Je commence à travailler sur ma thèse et je suis un humble chargé de cours à HEC Montréal, mais c'est une période politiquement effervescente. L'accord du lac Meech échoue. La souveraineté, l'appui à la souveraineté grimpe en flèche. Jacques Parizeau prend la tête du Parti québécois. Lucien Bouchard quitte le Parti conservateur fédéral et fonde le Bloc québécois. Mario Dumont quitte le Parti libéral et fonde l'Action démocratique. Se tient la commission Bélanger-Campeau. L'appui populaire à la souveraineté dépasse les 60 %. Et donc, moi, évidemment, je suis dans l'activisme politique intense. Je suis candidat pour le Parti québécois aux élections de 1989. Je perds, je le savais, ce n'était qu'un coup d'essai. Je suis bien décidé à tenter ma chance à la prochaine élection. Et un jour, le chef du Parti québécois, M. Parizeau, me fait un signe du doigt comme ça, approche ces jeunes hommes, et de cette voix que n'oublieront jamais ceux qui l'ont entendu, me dit « Jeune homme, j'entends dire que votre thèse de doctorat n'avance pas très vite. Il y a beaucoup de politique là-dedans et peu d'études. » Il me dit « Conseil, terminez votre thèse. Ça vous sera utile un jour. » Oui. Et c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Je termine ma thèse de doctorat 9 mois avant d'être élu député en 1994. Et donc là, évidemment, le reste est davantage connu. Je suis député pendant 2 mandats. Quand M. Parizeau, après la défaite référendaire, démissionne, lui succède Lucien Bouchard, qui me nomme adjoint parlementaire au premier ministre. En 1998, je suis nommé ministre. C'est l'époque où le gouvernement fédéral de Jean Chrétien décide de tenter de faire en sorte que un prochain référendum ne soit plus possible et donc dépose ce qu'on a appelé la loi sur la clarté, qui tentait de redéfinir les règles d'un hypothétique prochain référendum. Je me retrouve le ministre en pointe chargé de répondre à ça. Puis arrive Bernard Landry, je deviens président du Conseil du Trésor, donc je deviens, si vous voulez, le grand méchant argentier dit non aux syndiqués du secteur public. Et à travers tout ça, figurez-vous donc que j'ai des enfants. Et un beau jour, on est en 2002-2003, et je regarde autour de moi à la table du Conseil des ministres, et je me rends compte que je suis le seul qui a des enfants d'âge préscolaire.
Christophe, à ce moment-là, est né en 98. En 2002, il a donc 4 ans. Mathilde est née en 2001. En 2002, elle a 1 an. Je réalise les énormes sacrifices que ma carrière et mes ambitions imposent à ma femme. J'ai envie de voir grandir mes enfants et donc je décide en 2003 que je ne serai pas candidat aux prochaines élections. Je quitte la vie politique. Je dis toujours avec fierté que je ne suis pas parti battu. Je suis parti parce que j'ai décidé de ne pas demander un nouveau mandat. Voilà, je suis sorti à mes conditions. Et après ça, l'art de sortir, en politique comme ailleurs, c'est un art important. C'est ça. Et après ça, il a fallu se trouver une job. Et c'est là qu'est revenu avec un écho décuplé la voix de M. Parizeau qui me disait « Jeune homme, terminez votre doctorat. » Et c'est ce qui m'a sauvé. Ça vous servira un jour. Voilà, c'est ce qui m'a sauvé. Alors évidemment, j'ai fait quelques démarches. À l'UQAM, on m'a dit que le syndicat des profs ne verrait pas du tout d'un bon œil un ex-président du Conseil du Trésor. Et bien entendu, dans ce genre de milieu, l'attribution des postes se faisait, si vous voulez, par affichage et concours. Or, moi, évidemment, ayant terminé mon doctorat quelques mois avant d'être élu, puis après avoir fait 10 ans de politique, je n'avais pas à proprement parler, un CV académique. Voilà. Je n'avais pas de publication scientifique, ni rien de tout ça. J'étais ministre, que voulez-vous? Et au moment où je commençais vraiment à être un peu découragé, après plusieurs refus, tout d'un coup, je rentre à la maison et ma femme me dit « Tiens, tu as eu un téléphone aujourd'hui, je crois que c'est HEC. » Et là, je retourne l'appel et c'est le directeur à l'époque des HEC, Jean-Marie Toulouse, qui me dit « Un certain nombre de postes ici peuvent être attribués par le directeur. C'est sa prérogative. Nous n'avons pas de syndicat ici. Je pourrais vous offrir un poste qu'on appellerait prof invité avec perspective de carrière. En langage clair, c'est un contrat de 3 ans. C'est ça. Puis après, et au bout de 3 ans, on verra si vous avez fait la job ou pas. Alors, je rentre là, si vous voulez, par la porte de côté. Hein? Et au bout de 3 ans, on me dit, ça va. Vous pouvez, si vous voulez, demander l'agrégation. Et là, si vous voulez, ça m'a permis de rentrer dans la voie usuelle des profs d'université, profs agrégés, profs titulaires, ainsi de suite. Et donc, j'ai fait 20 ans à HEC, où j'ai été profondément heureux. Et j'ai pris ma retraite de HEC le 2 octobre 2023. Donc, il y a un petit peu plus... Il y a bientôt 2 mois à peine. Vraiment très frais. C'est ça. Et pendant toutes ces années, évidemment, Québécois m'avait dit on aime ça quand vous vous exprimez, c'est clair. Est-ce que ça vous tenterait pas d'être chroniqueur chez nous? Alors, évidemment, je me suis développé ce que j'appelle cette activité parascolaire de chroniqueur qui a évidemment pour cocasse paradoxe que pour certains de mes collègues universitaires, je m'épivarde dans les médias populaires, mais de notre côté, pour les vrais journalistes de métier, je suis aussi un universitaire égaré un peu dans le monde des médias. Alors, j'ai toujours eu cette espèce de dédoublement, d'hommes qui changent de casquette. Mais si je peux me permettre, c'est un... Je vois là-dedans, toute proportion gardée, un peu l'attitude, la posture de quelqu'un comme Raymond Aron, qui était un très grand intellectuel, mais qui a compris qu'il y a une part importante de l'investissement de la vie de l'intellectuel qui, selon lui, doit être retournée. Oui, disons que... Essayer de décrypter, de comprendre, de rendre intelligible l'époque à laquelle on appartient. Alors d'abord, évidemment, Raymond Aron est pour moi un modèle, une référence, mais disons que en comparaison de Raymond Aron, disons que lui, il est l'Everest. Moi, je suis le Mont Saint-Hilaire. C'est pourquoi j'ai dit toute proportion gardée, cher Joseph, c'est clair. Mais vous avez entièrement raison. D'ailleurs, c'est très drôle que vous disiez ça parce que
Je commence mon bac en sciences politiques à l'UQAM en 1980. Alors évidemment, les jeunes d'aujourd'hui ou qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils mesurent ce que pouvait être l'UQAM au tournant des années 80. J'étais, je pense, le seul, ou à peu près, qui n'était pas un marxiste-léniniste au département de sciences politiques. J'étais, je pense, ce que je suis demeuré, une espèce de libéral social ou de social-démocrate modéré, réformiste, centriste, qui donc avait des lectures clandestines assez peu recommandables, du genre Raymond Aron, Karl Popper, Raymond Boudon, qui allait être mon directeur de thèse quelques années plus tard, qui me faisait réaliser que, non, à certaines conditions, les sciences sociales peuvent aspirer à un caractère scientifique à certaines conditions. Oui, tout à fait. Elles n'ont pas à être du militantisme ou de l'idéologie déguisée. Elles peuvent aspirer à la scientificité à certaines conditions. Et c'est toujours, évidemment, ce que j'ai tenté de faire. Je reviens sur votre parcours avant qu'on aille plus loin. D'abord, souligner que je constate avec les jeunes générations, puis aussi un peu les moins jeunes, que c'est peut-être un trait caractéristique de notre société québécoise. On a la mémoire très courte et à interroger les gens, il y a finalement peu de gens qui vous connaissent finalement, même si vous êtes présent au Journal de Montréal. Par exemple, cet aspect de votre carrière politique, beaucoup l'ont oublié et je trouve que c'est important, cet exercice biographique, parce que, si je ne m'abuse, vous avez été le deuxième plus jeune ministre dans l'histoire du Québec, si je ne m'abuse. Peu importe, en tout cas, l'important, c'est de voir que vous êtes impliqué très tôt, ce qui m'amène à une question que je veux vous poser, c'est-à-dire votre insertion, je dirais, dans la vie politique québécoise et votre désir de souscrire au nationalisme, ou du moins, c'était naturel pour vous, ou c'est arrivé simplement par hasard, ou il y a un lien entre cette condition nouvelle et celle que vous avez quittée? Non, ce n'est pas arrivé par hasard. Aujourd'hui, beaucoup d'immigrants gardent des liens extrêmement forts avec leur pays d'origine. La technologie leur permet, par exemple, de regarder les émissions de leur pays d'origine. Ils peuvent trouver tous les mets, tous les produits alimentaires de leur pays d'origine. Ils vivent souvent dans des quartiers où il y a beaucoup de gens de leur pays d'origine. Ils vivent finalement un peu dans des espèces de bulles où on a parfois l'impression que l'intégration au Québec se résume à le respect des lois et une adresse postale. Nous, évidemment, c'était une autre époque. À partir du moment où on arrivait au Québec, on aspirait à devenir des Québécois. Et moi, quand on me demandait, et on m'a souvent demandé depuis un demi-siècle, comment vous vous définissez, moi, je me définis comme un Québécois avec un drôle de nom. C'est tout. Les hasards de la vie ont fait que je suis né ailleurs. Mais j'ai les plus vives réserves à l'endroit de notions comme communauté culturelle. Oui. Hein? Oui. Je comprends la différence. Jusqu'à un certain point, je ne suis pas contre que l'on entretienne cette différence. Je trouve normal d'avoir des souvenirs du pays d'origine. Je trouve normal d'avoir un attachement à nos souvenirs. Mais je ne pense pas qu'il faut chercher à obtenir une reconnaissance légale de cela. Bref, je me suis toujours défini comme un Québécois, et à partir du moment où il fallait essayer de développer des racines ici, eh bien, je me suis mis à lire sur l'histoire du Québec. Et quand on lit, évidemment, l'histoire du Québec, on s'aperçoit ici qu'il y a un peuple au destin tout à fait improbable, porteur d'une singularité en Amérique du Nord qui vaut la peine d'être défendu. Je trouve
je trouve étonnant que ceux qui, aujourd'hui, disent être attachés à la diversité sont paradoxalement des gens qui ont des positions qui conduisent à l'uniformisation du monde. Quand je vais en France, je veux sentir que je suis en France. Oui, tout à fait. Quand je vais en Italie, je veux sentir que je suis en Italie. Quand je vais au Maroc, je veux sentir que je suis au Maroc. Si chaque pays devient un bazar, ils finiront tous par se ressembler. Où est la diversité? Autrement dit, il y a une singularité du Québec francophone qui n'est ni meilleure ni pire, qui est singulière, distinctive, propre. Et je crois que la protéger et la chérir ajoute à la diversité du monde. Sinon, le Québec sera un Wisconsin, un Delaware. Il y en a déjà 2. Je ne doute pas que ce soit des endroits charmants. Voilà, c'est bien dit. J'aimerais maintenant aller du coup. Alors, je vous dis tout de suite, parce qu'on va y revenir plus tard à la fin de l'entrevue, je pense, mais vous venez d'écrire un roman. Oui. Nous sommes au Salon du Livre. Vous êtes là pour le présenter. Ce roman que je n'ai pas encore lu, alors pour être tout à fait transparent. Mais j'ai compris qu'il y avait comme une démarche, il y a comme 3 grands moments à votre carrière. Le moment politique, celui de l'enseignement et parallèlement les chroniques dans le Journal de Montréal. Et là, ça débouche vers l'écriture romanesque. Alors, il faudra voir un peu comment vous envisagez, comment vous expliquez ce processus, mais on y reviendra. Je voudrais juste, avant, explorer un peu la carrière de chroniqueur à travers divers thèmes. Vous écrivez donc régulièrement au Journal de Montréal. Vous avez, à mon avis, le ton juste pour aborder des problèmes de société qui nous préoccupent. Je vais en suggérer 3 problèmes qui viennent d'une lecture commune de Jean-François Bronstein, qui était professeur, il a pris sa retraite à la Sorbonne, justement, où il a écrit un livre qui s'appelle « La philosophie devenue folle ». Et ce livre-là a le mérite de nous placer dans des situations où on voit comment, dans les sociétés occidentales, on a la tendance de jouer avec les limites. Limites à l'égard de la reconnaissance de la condition sexuée de l'être humain, ce qu'on appelle les théories du genre. Limite à l'égard de notre rapport avec les autres animaux, on a tendance à effacer les limites. Et limite à l'égard de notre rapport à la mortalité à travers toutes les législations à travers le monde qui proposent l'euthanasie. Alors, j'avais le goût de vous lancer sur chacun de ces thèmes. Vous avez écrit sur chacun de ces thèmes. J'ai lu. Maintenant, à froid comme ça, on verra bien ce que ça donne, mais je voulais voir un peu, du moins, comment vous envisagez la question de notre rapport à ces sujets très actuels. Le premier, peut-être, est le plus chaud, là, celui du rapport à la condition sexuée à travers les différentes théories du genre. Mais comme je sais que vous venez juste de terminer une carrière d'éducateur et que je suis éducateur moi-même, il me semble que cette question du rapport au genre dans les relations avec nos étudiants, ça fait partie désormais du quotidien. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je crois que beaucoup de phénomènes se télescopent là-dedans. D'abord, évidemment, quand on est jeune et que notre propre identité est en construction, je pense qu'il est un peu naturel, normal, qu'on s'affirme en secouant les colonnes du temple, en remettant en question ce que nos aînés nous présentent comme des certitudes. Et donc, évidemment, on prend les dogmes usuels de la société et on tire dessus. Il y a là-dedans quelque chose qui tient un peu du rite initiatique. Alors, évidemment, à partir du moment où un jeune grandit dans une société qui lui dit « un homme, c'est supposé être ceci, une femme, c'est supposé être cela », un peu pour dire lui-même « j'existe », il va s'en prendre à cela. En même temps, il est vrai que beaucoup de gens qui ont des orientations sexuelles qui furent longtemps réprimées, interdites, ostracisées et qui
pour reprendre le terme, sortent du placard, ajoutent à, si vous voulez, la diversité des modèles. Il y a là quelque chose qui, en soi, n'est pas condamnable. Rajoutons à cela le fait que des intellectuels, surtout dans le monde académique, veulent faire carrière, veulent la notoriété, veulent le rayonnement médiatique. Et donc, évidemment, comment attirer sur soi l'attention en faisant de la provocation. Et donc, on va toujours plus loin dans ce qu'on appelle, pour reprendre le terme d'aujourd'hui, la déconstruction des références héritées du passé. Alors évidemment, tout ça finit par provoquer cette espèce de confusion que l'on voit aujourd'hui, qui m'apparaît et porteuse de certains progrès, et porteuse d'immenses reculs, et j'imagine évidemment que le temps finira par séparer le bon grain de l'ivraie. Ce qui me frappe aujourd'hui, dans tous les thèmes que vous avez abordés, on les place aujourd'hui sous le parapluie, sous l'éventail, le parasol qu'on appelle le wokisme, qui, à l'origine, vient de l'idée de awake, éveil. Autrement dit, être sensible à diverses injustices trop longtemps négligées. Il y a là, assurément, quelque chose qui fréquemment part d'une bonne intention. Ce qui me frappe, c'est moins les intentions que les méthodes utilisées pour tenter de faire prévaloir ce point de vue. Ces méthodes, elles, sont souvent autoritaires, c'est-à-dire la censure de ceux qui ne pensent pas comme nous, l'annulation des conférenciers, le désir d'expurger le vocabulaire de certains mots, d'expurger des bibliothèques d'ouvrages qui ont le malheur d'avoir été écrits en 1840, à l'époque où les choses étaient présentées autrement. Il y a là quelque chose que une sociologue française que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nathalie Heinisch, a appelé un totalitarisme d'atmosphère. Hein? L'expression est forte, mais je la crois vraie. Il y a vraiment des gens, notamment des jeunes, qui ont le réflexe de la censure rapide. Et ça, c'est extrêmement inquiétant et ça se déploie tant dans le registre du genre que de la question, par exemple, animale, attaquer des boucheries, par exemple. Bref, si vous voulez, une panoplie de causes qui se disent progressistes, mais qui souvent sont porteuses de considérables reculs. Et je ne peux pas m'empêcher de trouver cruellement paradoxal que tant de gens qui glorifient la diversité aient du mal avec la diversité d'opinions. Il faut penser comme eux, sinon, attention. Questions, commentaires ou objections, rejoignez Louis-André Richard à repère@le-verbe.com. Vous avez, alors j'aime bien moi aussi cette expression de totalitarisme d'atmosphère. Ça m'amène à une autre question en tant que professeur d'université. Là, est-ce que c'est une façon de dire la même chose que la posture du professeur d'université, en sciences sociales particulièrement, est passée d'une posture qui cherchait à comprendre à une posture qui est celle d'un militant qui veut changer le monde? Alors là, je suis obligé de vous dire que la plupart des sciences humaines et sociales à l'université, en Occident,
ou en tout cas dans les sociétés occidentales que je connais le mieux, Québec, Canada, France, États-Unis, Grande-Bretagne, vivent en ce moment un immense recul qui me fait beaucoup de peine. Pour quelqu'un formé en sociologie comme moi, par Raymond Boudon, lui-même héritier de Max Weber, Durkheim, Raymond Aron et compagnie, la mission de la sociologie était de comprendre le monde. Aujourd'hui, dans le monde universitaire, prédomine ceux qui pensent qu'il faut transformer le monde. Autrement dit, ce sont des militants, ce sont des idéologues déguisés en chercheurs universitaires. Mais en fait, leur travail est profondément anti-scientifique pour une raison toute simple. Dans une démarche authentiquement scientifique, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Vous cherchez et on verra bien. Pour ces gens-là, la réponse est écrite d'avance. Il s'agit de la proposer, de la promouvoir. Voilà. Il y a là, j'ai une hypothèse qui est à peu près la suivante. Une bonne partie de ce courant déconstructionniste est en fait une sorte de néo-marxisme. C'est-à-dire qu'on a la même approche étroitement rigide et binaire de la société. Le marxisme divisait jadis la société en un affrontement entre bourgeois et prolétaires, ou si vous voulez, entre ceux qui contrôlaient les moyens de production et ceux qui louaient leur force de travail. Eh bien, aujourd'hui, vous avez la même division entre opprimés et opprimants, dominants, dominés, à ceci près que les dominants, c'est la majorité généralement blanche, hétérosexuelle, etc. Et la minorité pourrait être ethnique, sexuelle, religieuse, mais elle est toujours présentée comme victime. Et probablement qu'une bonne partie des tenants de cette posture, ayant réalisé que, contrairement à la prophétie de Marx, l'ouvrier n'a pas de vocation révolutionnaire, l'ouvrier n'haït pas le bourgeois, mais aspire à devenir un bourgeois. Pire encore, l'ouvrier, mon Dieu, vote à droite, aime le Canadien, puis lit le Journal de Montréal. Bref, un pestiféré. Il faut donc trouver une nouvelle figure christique, un nouvel opprimé. Et ce sera la minorité ethnique, religieuse, etc. Ce qui, évidemment, donne lieu à des paradoxes absolument cocasses. Par exemple, quand les tenants de certaines religions ont eux-mêmes des propos profondément homophobes, là, on se contredit. Oui, absolument. Oui. Et là, évidemment, ça donne lieu à des scènes absolument cocasses, n'est-ce pas? Quand l'islamiste absolument radical vous tous léguez à l'enfer, alors là, évidemment, faire la part des choses devient complexe pour le docteur en wokisme. Dans cette veine-là, moi, il y a une question qui m'obsède. Je ne suis pas capable de bien comprendre les pistes de solution. Alors, comme vous êtes sociologue, j'en profite. Comment faire la part des choses entre ce qu'on appelle le populisme et la sagesse populaire? Parce que quand vous donnez les exemples que vous donnez, je me dis, ben oui, mais il me semble que quand on rencontre les gens au salon du livre comme ça, là, les gens ordinaires, ces thèses un peu montées en épingle par les nouveaux universitaires, ça ne trouve pas beaucoup d'écho. Et chez ces mêmes universitaires qui veulent monter ça en épingle, là, on sort l'expression populiste à toutes les sauces. Alors, je comprends bien qu'il y a une exagération chez certaines thèses soutenues par une certaine minorité du peuple, je dirais, mais on ne voit pas bien, moi, je parle pour moi, je ne vois pas bien cette distinction. Vous avez une idée, vous, là-dessus? Ben, il est tout à fait normal que vous ne voyiez pas facilement la distinction, car les distinctions sont nombreuses, complexes, subtiles et fréquemment camouflées. Donc, il n'est pas facile de faire la part des choses. Prenons par exemple, disons, sagesse populaire. Indéniablement, le commun des mortels
mortels restent attachés aux valeurs et aux traditions héritées du passé et sans se fermer du tout au changement, il est habituellement tenant d'une certaine prudence vis-à-vis du changement. Il est circonspect. Autrement dit, il n'est pas contre le changement, mais il considère que tout changement n'est pas nécessairement progrès. Des fois oui, des fois non. Bon, ça c'est la sagesse populaire. En même temps, il est vrai que ce commun des mortels, cet électeur lambda, éprouve un certain agacement vis-à-vis de ces nouvelles lubies, et c'est là que des politiciens ont compris qu'on pouvait surfer là-dessus et marquer des points politiques. Et c'est là, évidemment, qu'il y a une sagesse populaire instrumentalisée par des leaders politiques qui, eux, ont pour défaut de faire croire qu'il y a des solutions simples à des problèmes complexes. Mais je vous arrête une seconde pour être sûr de c'est porté d'abord et avant tout par le politique ou par l'universitaire, c'est-à-dire cette idée d'actualiser une pensée populiste là. Qui est le... Oh, ben je crois que c'est un peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire que vous avez des forces politiques qui capitalisent sur certains des délires issus du monde universitaire, et vous avez des universitaires qui, voyant ces leaders politiques, se disent « Voyez bien que nous avons raison, que ces gens-là sont des épouvantables. » Donc, ils se nourrissent l'un l'autre. Attention cependant à cette erreur qui consisterait à croire que ces délires qu'on affuble donc de l'épithète wokisme seraient limités au monde universitaire. Oui, ils sont des affaires. Voilà, oui, ils sont nés à l'université parce que l'université est le laboratoire de la société. Mais à partir du moment où vous avez des jeunes qui ont été formés à l'idée que, ouf, homme, femme, ça ne veut plus rien dire, tout n'est que ressenti, et je peux être homme mardi, femme jeudi, et que sais-je samedi. Dans la même journée, on peut changer. À partir du moment où ces jeunes envahissent les salles de rédaction des médias, deviennent profs au primaire ou au secondaire, inviteront une drag queen à lire des contes à l'école, rentreront, par exemple, dans les départements de ressources humaines, dans les entreprises où on embauche, seront en charge des formations de rééducation des fonctionnaires pour les guérir de tous leurs travers racistes. Et s'ils n'en sont pas, c'est qu'ils n'en sont pas conscients. Bien, à ce moment-là, si vous voulez, ces délires issus de l'université percolent dans le reste de la société. Et donc, vous voyez, par exemple, des entreprises, des fonctions publiques, où les gens reçoivent le nouveau lexique de l'écriture inclusive. Hein? Allez, dorénavant, il faudrait écrire comme ceci. Et donc là, évidemment, ça fait monter la température dans la cocotte et ça participe à cette espèce d'hystérisation de la vie publique que l'on voit en ce moment. D'un autre côté, on pourrait aussi se dire que des sociétés dans lesquelles des débats autour de sujets comme ceux-là atteignent une telle virulence, d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas la preuve que nos sociétés sont fondamentalement douillettes, confortables et embourgeoisées? Ici, on n'est pas en Ukraine, puis on n'est pas en Israël. Quand vous venez tout juste de prendre votre retraite, et vous avez été engagé, si je comprends bien, quand vous nous avez raconté le fil de votre carrière, vous avez été engagé par la porte de côté, dites-vous, mais j'ai l'impression qu'on avait eu cette bonne idée de dire, dans un programme qui vise à former des femmes et des hommes d'affaires, des décideurs politiques éventuellement, il est bon d'avoir
un enseignement qui soit orienté vers une culture générale digne du terme. Ma question qui me brûle, c'est est-ce qu'on va vous remplacer? Est-ce qu'il y aura toujours dans ces grandes écoles de commerce le souci d'avoir une culture générale à pourvoir aux étudiants? Je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention de penser que je suis irremplaçable, absolument pas, mais vous avez raison de dire que les écoles de gestion, à qui on fait souvent des procès tout à fait justifiés, ont cependant aussi pour mérite, parce qu'elles visent à former des praticiens, à s'assurer aussi que l'enseignement et au moins une partie de la recherche est ancrée dans le réel. Alors que dans certains départements universitaires plus spécialisés, quand vous regardez, par exemple, les sujets des mémoires de maîtrise ou des thèses de doctorat, il est assez difficile de voir un peu les retombées concrètes de cela. Bien que qu'on ne me méprenne pas, hein, je suis contre une conception étroitement utilitariste de la recherche. Je trouve tout à fait sain qu'il y a des thèses du type le concept de Y dans la pensée de M. Chose. Ça sert. Il y a une cumulativité du savoir qui se fait souvent par des recherches extrêmement pointues. Mais il est vrai que les écoles de gestion ont, si vous voulez, un pied dans la théorie et un pied dans la société réelle, et ce caractère un peu hybride, un peu utilitariste, n'est pas sans mérite non plus. Oui, mais je dirais, comme Tocqueville, c'est dans une vocation comme celle-là qui est tout à fait justifiée. Il faut quand même considérer le fait que c'est bien de trouver des manières de faire contrebalancer le bateau du bord naturel où il penche. Donc, pour moi qui suis prof de philo, ça me préoccupe beaucoup de dire, justement, dans une école où on est dirigé vers le côté très pratique, il faut sauvegarder une part de culture générale pour contrebalancer. J'ai l'impression parfois, mais peut-être que je me trompe, que cette volonté de réformer l'école ou de conserver ceci dans l'école n'est pas toujours au rendez-vous. Oui, bien sûr. Mais vous savez, vous et moi avons surtout travaillé, fréquenté le monde collégial et universitaire. Et celui-ci, ceux-ci sont largement les tributaires de ce qui nous arrive du secondaire et du primaire. Le souci de la culture générale, il devrait commencer bien plus tôt. Et là, évidemment, ça renvoie à des questions beaucoup plus larges, n'est-ce pas? À partir du moment où la famille se redéfinit, à partir du moment où certains pourraient dire que la famille éclate, à partir du moment où la transmission d'un héritage se fait moins dans la cellule familiale que jadis, c'est comme si on demandait à l'école maintenant de tout faire. Alors évidemment, on demande à l'école d'apprendre à lire, à écrire, à compter, mais on demande aussi à l'école de former de bons petits écologistes, de bons petits antiracistes, de bons petits gestionnaires de leurs économies personnelles, de bons ceci, de bons cela, et l'école ne peut pas tout faire. Et à force de vouloir trop embrasser, peut-être qu'elle finit par mal étreindre. Et donc, évidemment, nous voyons arriver des jeunes, je caricature à peine, qui, évidemment, voient du racisme partout, mais auraient du mal à situer Montréal sur une carte du Québec. C'est ça. Tout à fait. Bon, ce qui nous ramène à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'on veut former des citoyens ou former des militants? Oui, c'est ça, tout à fait.
Ouais, ouais. Alors, le temps fuit et je veux pas louper l'occasion de parler de cette troisième phase de votre, Oui. de votre carrière. Enfin, carrière n'est pas le mot choisi, là, mais vous publiez ces jours-ci un roman. Et un roman, c'est un pavé, hein, quand même. Et c'est le premier tome de 2, si C'est le premier tome de 2. Alors, je rassure les gens qui nous écoutent, hein, le deuxième tome contient la fin de l'histoire. Non, au total, oui, on en a pour 1200 pages. Nous avons d'ailleurs pris bien soin de faire en sorte que le deuxième tome, déjà écrit, sorte fin février. Donc, les gens qui liraient le premier tome maintenant ou en guise de cadeau de Noël n'auront pas à languir pour connaître la suite. C'est ma fille qui m'a dit « Papa, fais attention de ne pas te faire Netflixer. » Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Et là, elle me dit, tu sais, les auditoires ont changé. Les gens maintenant sont moins fidèles, moins patients, butinent davantage. Si une série ne nous accroche pas en 5 minutes, bye bye. Alors, elle me dit, tu sais, les gens attendront pas 8 mois pour la fin de ton histoire. Ils partiront ailleurs. Alors, bats le frère pendant qu'il est chaud et sors ton deuxième tome relativement vite. Elle est très sage, cette jeune fille, parce que je suis moi-même consommateur de Netflix et je me reconnais tout à fait là-dedans. Et donc, l'éditeur a pris cette décision. Alors, donc, oui, voilà. Alors, le premier tome est sorti début novembre. Je suis au salon ici pour en faire la promotion. Le deuxième tome sort fin février. Et pour tout vous dire, j'ai voulu, ça ne vous étonnera pas, j'ai voulu écrire ce que j'appelle un gros roman populaire. Populaire au sens où j'ai écrit une intrigue avec des rebondissements multiples, des personnages haut en couleur, un cadre aussi enlevant que possible. Une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Oui. C'est d'abord une histoire d'amour. Oui. Et ça me fait rigoler quand on me dit que c'est un roman historique. Ben oui, ça se passe dans le passé, donc c'est un roman historique. Mais c'est fondamentalement une histoire d'amour et un roman d'aventure. Et comme je dis souvent, les histoires d'amour simples sont pas très intéressantes. C'est les amours compliqués qui sont le fun. Voilà. Alors évidemment, j'ai situé mon histoire d'amour et ses multiples rebondissements dans la période la plus fébrile de l'histoire du Québec, les rébellions patriotes et les terribles années qui ont suivi, où beaucoup de personnages étaient forcés à l'exil. Donc, évidemment, le roman se passe au Québec, mais aussi en France et aussi aux États-Unis. Et j'ai essayé d'écrire avec des mots simples, des phrases courtes, des paragraphes aérés, un roman qui plairait au plus large éventail possible de lecteurs. Voilà, j'ai voulu que les gens aient un plaisir de lecture, parce que pour tout vous dire, je traînais avec moi depuis des décennies cette histoire d'écrire un roman. Et là, je me suis dit, ben tiens, après 20 ans de chronique, après des années à écrire des articles universitaires pour un public finalement assez restreint, là, j'avais envie de tenter un nouveau type d'écriture. Et il y a longtemps, je ne sais qui, je ne me rappelle plus, m'avait dit, écris ce que tu aimes lire. Et là, je me suis dit, ben tiens, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte, qu'est-ce que j'aimais lire? Ben, j'aimais lire Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, ces espèces de grandes sagas, grandes fresques avec de multiples rebondissements. Puis bon, alors voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Et d'une certaine manière, peut-être aussi que c'est mon esprit de contradiction. Vous savez, une bonne partie de la littérature actuelle est une littérature autoréférentielle. J'entends par là que l'auteur se raconte, nous parle de son mal de vivre, de sa quête d'identité. Moi, cher ami, ma vie quotidienne
est très banal. Je passe mes journées devant mon ordinateur. Ma vie est plate à mort. J'ai rien à dire sur moi. Alors je me suis dit plutôt, ben tiens, je vais inventer des personnages. Et moi, là-dedans, je suis partout et nulle part. Il n'y a aucun personnage qui est moi là-dedans. Alors j'ai écrit cette espèce de grand tableau, grande saga. Il y a eu des moments très difficiles, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir et je suis pas mal fier d'avoir terminé et pas mal fier du résultat. Donc, si on interroge la démarche, est-ce qu'il faut voir ou ne pas voir un lien entre je dirais, la vocation de chercheur, celle de professeur, pas en tout, celle de haut pas en tout, pas en tout, pas en tout. On est complètement. Non, si il y avait un lien. Ah non, ça vraiment. Merci de me donner l'occasion de préciser cela. Quand un romancier essaie de se servir de son histoire et de ses personnages pour vendre une idéologie, ça donne ce qu'on appelle un roman à thèse. C'est habituellement de la très mauvaise littérature. Les personnages, au fond, lancent des cassettes qui sont les messages de l'auteur. Pas en tout. Je parle d'une époque où il y avait toutes sortes d'opinions et j'essaie de faire justice à cette diversité de points de vue et il n'y a aucun des personnages qui est moi là-dedans. Voilà. Donc, la situation historique, je dirais, découle de cette recherche personnelle que vous avez faite à l'époque pour comprendre le Québec, en fait. Oui, mais c'est surtout que je me suis dit, hey, n'écris pas un roman plate. Alors, écris un roman que les gens auront du plaisir à lire. Et pour que les gens aient du plaisir à lire, je me suis dit, il faut que ça se passe à une époque où ça brasse. Et les rébellions patriotes sont le moment où ça a le plus brassé dans notre histoire. Que voulez-vous? Nous ne sommes pas la Russie. Voilà. Nous n'avons pas eu Stalingrad et la révolution bolchevique. Nous ne sommes pas les États-Unis. Nous n'avons pas souvent été envahis. Il y a relativement nous ne sommes pas la Pologne qui a été prise entre les Allemands et les Russes. Ici, il y a eu relativement peu de périodes extrêmement mouvementées. Il y a eu celle-là, évidemment, où des gens ont pris des armes et bon, où ensuite s'en est suivi un long hiver où beaucoup de gens craignaient pour l'existence même, la survie même de ce peuple. Et aussi, ce qui m'a fasciné dans cette période, les années 1840, c'est que c'est une période où la société change. Et si les gens aujourd'hui pensent que les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle changent nos vies, eh bien, mon roman se passe à une époque où les gens voient arriver le chemin de fer, voient arriver les bateaux à vapeur. Il y a des bouleversements similaires. Voient arriver le télégraphe, voient arriver l'anesthésie qui modifie complètement la chirurgie et la médecine, voient arriver, mais les toilettes privées dans les maisons. C'est une période où l'histoire s'accélère comme aujourd'hui et où les gens sentent que un vieux monde achève de mourir sous leurs yeux et un nouveau monde apparaît avec ses incertitudes. Et donc, c'est une période qui me parle beaucoup. Ah ben, ça donne le goût de vous lire. Merci, c'est j'espère que les gens vont le faire. Est-ce que, très rapidement, dans les prospectives, ce serait comme une nouvelle manière de continuer d'habiter sa retraite que de faire des... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Le cinéma, peut-être. Vous savez, après un roman de 1200 pages, c'est comme accoucher d'un éléphant. Là, j'ai besoin d'un peu de repos. Faites bien. Alors, notre entretien est presque terminé. Je vais vous soumettre au questionnaire d'Alan Bloom qu'il soumettait à ses étudiants. Je le fais à la fin de chacun des entretiens pour ce balado. Si, Joseph Facal, vous aviez à apporter sur une île déserte un seul livre, c'est ce qui va vous permettre de vaincre la solitude, quel est ce livre et pourquoi? OK. Alors, je ne sais pas quel serait ce livre, mais je le choisirais dans un tout petit panier dans lequel il y aurait probablement le Moby Dick d'Herman Melville, qui est l'histoire d'un jeune homme
qui se cherche, qui part à l'aventure et qui découvre que, mon Dieu, que l'humain et l'existence, c'est compliqué. Mhm. Il y aurait aussi dans ce panier un extraordinaire roman de John Steinbeck qui s'appelle East of Eden, à l'est d'Éden, que certains connaissent peut-être par le film classique avec James Dean et qui reprend, au fond, la parabole de Caïn et Abel et qui raconte l'histoire, là aussi, d'un jeune homme un peu perdu. J'ai l'air d'avoir quelque chose pour les jeunes hommes un peu perdus qui se cherchent. Ben oui, mais... Peut-être aussi que dans la petite poche arrière, sur mon île déserte, j'apporterais l'Odyssée d'Homère, parce que je trouve que Ulysse est le plus beau personnage de toute la mythologie. Enfin, mythologie. Non, il a réellement existé, lui. On ne sait pas trop qui il était. Bon, mais j'ai une fascination pour Ulysse, au point que mon chien s'appelle Ulysse. Hein? Ah ben, oui. Et évidemment, bon, Louis-Ferdinand Céline, Le voyage au bout de la nuit, roman extraordinaire. Homme affreux, épouvantable, mais quel écrivain et quel roman. C'est probablement le livre qui me fait le plus alterner entre le rire et les larmes, d'une page à l'autre. Alors, ben voilà, quoi. Oui, c'est ça, vous êtes plus qu'un, là, mais c'est bien. Très bien. Voilà, à peu près. Oui. Film. Oui, alors un film, c'est ce que j'avais Ah, ben là, alors là, la trilogie du Parrain de Francis Ford Coppola. Comme dit mon ami Richard Martineau, non, ce n'est pas un film sur la mafia, c'est un film sur la famille. Oui, c'est vrai. Sur la condition humaine et la condition humaine et la famille. Notre famille nous fait rager et pourtant on y retourne. On veut la protéger et il nous arrive de la détruire. Et voilà, au bout du compte, on revient à ça. Hein? Papa, maman, frère, sœur. Et vous savez que, pour l'anecdote, il y a des mafieux célèbres qui regardaient et revisionnaient ce film-là. C'est bien, ça donne bien raison à l'opinion de M. Martineau. Une des très grandes critiques de cinéma américain, aujourd'hui décédée, Pauline Kael, disait détester ce film parce que, selon elle, il glorifiait le crime organisé. Pas en tout. Pas en tout. Ça ne glorifie pas du tout le crime organisé. C'est au contraire l'histoire d'un homme qui prend les moyens qui sont à sa portée, qui sait qu'il a fait le mal, qui est rongé par la culpabilité, qui voudrait purifier sa famille. Il y a cette scène absolument magnifique où Vito, joué par Marlon Brando vieillissant, dit à son fils Michael qu'il n'est pas l'héritier qu'il avait envisagé, qu'il est l'héritier par accident. Il lui dit j'ai manqué de temps. J'aurais voulu un jour pouvoir dire Governor Corleone, Senator Corleone. J'aurais voulu laver la famille. C'est ça. J'ai juste manqué de temps. Et le fils, conscient qu'il est un criminel, sans aucune illusion sur lui-même, ne se cherchant pas d'excuses, rongé par la culpabilité, dans le 3, on voit un cardinal se confesse, dit « J'ai fait des choses épouvantables, j'ai tué mon propre frère ». Il est rongé par la culpabilité. C'est un film sur le remords. Absolument. Tout à fait. Sur et le remords. Dernière question, ça s'achève, mais un modèle, en fait, une figure inspirante, personnage réel ou fictif que... Mon Dieu, figure inspirante. Mon directeur de thèse a été mon mentor intellectuel, Raymond Boudon, si ce n'est évidemment que, l'ayant vu de près, j'ai rapidement compris que, en comparaison des sommets escarpés que lui gravissait, moi, mes travaux intellectuels ne seraient que de petites balades en forêt en comparaison. Raymond Aron aussi, bien entendu. Mais bon, Albert Camus, plus près de nous, politiquement parlant, évidemment, René Lévesque, avec ses faiblesses, ses fragilités, ses zones d'ombre. M. Parizeau, bien entendu. Mais
Au bout du compte, vous savez, mon gros roman de 1200 pages, ben, il est dédié à mon père. Ben, merci beaucoup, Joseph Facal, Merci. de cet entretien, de cet échange. Et j'espère que on trouvera beaucoup d'auditeurs qui vont vous découvrir et découvrir, je dirais, l'originalité et la portée de votre pensée. Merci beaucoup. Merci à vous. Repère est produit par l'équipe du Verbe Média. 100% indépendant et gratuit, le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don. Qu'est-ce que Jésus, les multivers, le Seigneur des Anneaux et les couches de bébés recyclables ont en commun? Ils se retrouvent tous au balado On n'est pas du monde. Animé par l'équipe du Verbe Média, chaque épisode conjugue foi chrétienne et culture contemporaine avec intelligence et humour. Abonnez-vous dès maintenant au balado et suivez-nous sur YouTube.